l'évaluation de la situation de la famille depuis la révision du Code de la famille en 2016. Il est licencié en droit de l'INIKIN. Il a un DS en droit, toujours INIKIN, doctorant et rédige une thèse en droit du travail. Concernant son expérience professionnelle, il est ancien conseiller juridique et responsable des ressources humaines, avocat et doyen honoraire du Conseil de l'ordre au bureau de Kinshasa, Gombe. Arbitre au Sénacom, FEC, membre de plusieurs organisations nationales et internationales de promotion et de défense de la famille, chargé des cours, notamment du droit de la famille à l'IFASEC. Sans plus tarder, je vous accorde la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame Sœur. Ma conférence porte sur l'évaluation de la situation de la famille depuis la révision du Code de la famille 2016. J'ai imaginé que les organisateurs du symposium, en m'attribuant cette conférence, ont voulu un regard de juriste, d'enseignant, mais surtout de familiariste sur l'impact de la révision du Code de la famille intervenue en 2016. Pour mieux faire, je vais présenter mon propos en 3 points. Le premier, je vais faire un bref aperçu sur l'économie du Code de la famille avant sa révision. Je vais, dans le second point, donner un aperçu de la réforme de 2016. En fait, il s'agira de répondre à la question si réforme il y a eu. Et enfin, je vais donner l'appréciation sur l'impact de cette réforme au niveau de la famille. Voilà les 3 points qui vont nous accompagner dans mon bref propos. Comme vous le savez, le Code de la famille de 1987 a voulu répondre à un besoin, sinon deux besoins majeurs. Parce qu'avant 1987, nous étions régis essentiellement par la loi coloniale. C'était le Code civil du droit premier, qui était en fait une copie du droit belge. Très vite, il y a eu une nécessité d'amorcer la suppression de cette dualité juridique et judiciaire dans le domaine de la famille. Je disais que après la colonisation, il y a eu un besoin d'adapter la loi sur la famille à nos réalités culturelles. Il y a eu l'impérieuse nécessité d'édicter les règles qui traduisent les aspirations profondes de notre population. Voilà pourquoi le Code de la famille est né. Le législateur congolais, en 1987, avait en fait réalisé une rupture avec le droit étranger dans le domaine de la famille. Si vous prenez le Code de la famille, qui est un chef-d'œuvre, il faut le dire, il fallait doter le pays des textes nouveaux en matière d'organisation de la famille qui tiennent compte des exigences de la mentalité congolaise et de l'influence de l'environnement territorial national. Et dans une large mesure, le Code de la famille a concilié différentes coutumes issues essentiellement des 450
groupes ethniques qui composent notre nation. Ainsi, certaines matières ont été laissées sous le régime de la coutume des futurs époux essentiellement. Nous l'avons entendu avec la conférence qui nous a précédé, avant avec le professeur, que certaines matières comme la dot sont des matières que la loi a laissées à la famille, à la coutume, pour les dire. Mais ce n'est pas évident, parce que cette coutume, elle n'est pas statique. Lorsque on parle du nom, aujourd'hui, je vais y revenir après, avec cette révision, le prénom fait partie du nom. Alors que, avant, ce n'était pas cela. Avec le recours à l'authenticité, on s'appelait Mobutu Sese Seko, on ne s'appelait pas Joseph Désiré. Mais avec la réforme de 2016, le prénom est un élément du nom. Donc aujourd'hui, cet élément vient en fait modifier la loi. À part les fiançailles, il y a la reconnaissance du mariage célébré en famille. Le code de la famille a finalement reconnu le mariage célébré en famille. Il y a un juriste qui s'amuse à dire que le mariage religieux n'est ni dans la Bible ni dans la loi. Et ce n'est pas ce qu'il dit vrai. Pour lui, il dit que le mariage religieux, il n'est pas biblique. Il dit que même Jésus est allé au mariage coutumier en famille. En fait, il le dit, en fait, c'était pour s'amuser avec des jeunes qui voulaient qu'il parraine le mariage. Il dit non, moi je ne parraine pas les mariages parce que ce n'est pas dans la Bible. En fait, pour dire quoi? Pour dire que la coutume a été revalorisée par l'ancien code de la famille, donc le code de 1987. Voilà un peu l'idée qui a poussé la naissance de cette législation, de cette loi en 1987. Essentiellement, rallier nos coutumes à la loi et renoncer progressivement à la loi coloniale. Et depuis 1987 à ce jour, jusqu'à 2016, c'est le code de la famille qui nous a réjouis, qui a conduit, qui a régi toute la notion, la question de la famille. 30 ans après, le besoin de retoucher ce code s'est fait ressentir. Naturellement, en tant qu'œuvre humaine, le législateur de 1987 n'a pas tout prévu. Voilà pourquoi, 30 ans après, il y a eu des limites. Les limites se sont fait ressentir. Et ces limites ont exigé une réforme, sinon une révision. Et cela intervient en 2016. En 2016, le code de la famille a été retouché. Alors je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il s'agit réellement d'une réforme? En analysant la loi de 2016, je n'ai pas hésité d'affirmer que nous sommes effectivement en présence d'une réforme, et d'une réforme majeure de la loi sur la famille. Pourquoi? Parce que la révision de 2016 a apporté beaucoup d'innovations et des innovations très opportunes. Cette révision a permis de faciliter la compréhension du code de la famille ainsi que sa vulgarisation. Cette révision a permis d'améliorer plusieurs dispositions du code de la famille pour les adapter aux exigences du temps. Le temps évolue. On a parlé ici d'un iPhone comme bien total. On a parlé, il y en a qui demandent, je ne sais pas, des ordinateurs avec, je ne sais pas, des pôles USB. En fait, le temps s'impose à nous. Et le temps conditionne autant. Il ne nous vieillit pas seulement, mais il vieillit tout. Voilà pourquoi il y a eu cette nécessité d'adapter les codes au temps. Il y a notamment cette question de mouvement féministe.
qui ont trouvé dans l'ancien code beaucoup de dispositions discriminatoires. Beaucoup de faits discriminatoires qu'il fallait changer. Dans l'entretemps, le pays a ratifié beaucoup d'accords internationaux qui ont obligé le pays à adapter la loi interne. Voilà pourquoi il fallait absolument une réforme pour adapter donc le code de la famille aux nouvelles exigences. Et lorsque vous passez en revue la loi sur la famille, vous allez vous en rendre compte, effectivement, qu'il y a eu beaucoup de dispositions qui ont changé. Et des fois, on s'étonne. Sous l'Ancien Régime, lorsqu'on parlait de la capacité de la femme, il y avait quand même quelque chose d'anormal. C'est qu'une jeune fille de 19 ans, de 20 ans, elle a la pleine capacité civile. Elle peut signer tous les contrats qu'elle veut. Elle est majeure. Elle peut demander son visa sans problème. Mais la même jeune fille, dès qu'elle se marie, elle devient incapable. Il y a quand même matière à réflexion. On se retrouvait en famille avec la maman, 45 ans par là, qui ne veut pas signer un contrat de travail parce qu'il faut l'autorisation maritale. Mais sa fille, de 21 ans, qui n'est pas mariée, et signe son contrat de travail sans exigence. Je prends cet exemple pour vous montrer qu'en fait, le code de la famille était quand même dépassé. On comprend ce que l'on rédigeait en 87. Il semble que c'était des hommes. Alors, ils ont appliqué les coutumes, ils ont tout mis de leur côté. Mais ça, c'est une disposition entre nous, au XXIe siècle. Pour qu'une femme aille demander un visa à l'ambassade pour voyager, il fallait l'autorisation de son mari. Et une fois veuve ou divorcée, elle récupère sa pleine capacité. En fait, c'est un peu ce genre de dispositions qui ont sincèrement imposé la réforme de 2016. Il y en a plusieurs, je pourrais y revenir. Voilà donc le deuxième point. C'est ça l'économie de la réforme de 2016. Il fallait, adapter la loi devenue plus ou moins archaïque dans certaines dispositions aux exigences du temps, aux exigences de la société moderne. Et de deux, il fallut quand même qu'on interprète certaines dispositions pour qu'elles soient plus compréhensibles et plus saisissables. Et enfin, je vais donc aborder le troisième point, parce qu'on m'a dit que j'avais 20 minutes. C'est l'évaluation de la situation de la famille après cette révision. En fait, lorsqu'on fait une réforme, c'est pour tendre vers le bien, vers le mieux, vers la perfection. Et ici, la loi sur la famille, c'est d'abord la famille comme objet. Est-ce que cette révision de 2016 a-t-elle un impact sur nos familles aujourd'hui? Je crois que c'est la question principale qu'on doit se poser. 8 ans après. Il s'agit donc de répondre à cette question-là. Je suis tenté de dire qu'en l'absence d'une étude sociologique susceptible de nous donner des éléments fiables, quantifiables, sur base de données empiriques, il me semble trop posé d'affirmer que cette réforme a un impact positif dans les familles. Pour la simple raison que le temps me semble très bref pour cette appréciation. 8 ans dans l'histoire d'une législation, ça me semble très peu. Parce qu'en fait, c'est le temps, même pas de la maturation, c'est le temps de la compréhension de la loi. Mais je me permets de dire que sur le plan théorique, sur le plan de la législation, cette réforme a répondu dans une certaine mesure aux attentes de ceux qui l'ont initiée.
il y a eu une nette amélioration des dispositions légales sur la famille, essentiellement dans le sens de la suppression de toutes les dispositions appelées discriminatoires entre l'homme et la femme. Je peux, à titre d'illustration, je venais de donner le premier exemple, c'est que lorsqu'on prend l'article 334 de l'ancien code de la famille, sur la liberté de mariage, cet article, cette disposition disait ceci: tout individu a le droit de se marier avec une personne de son choix et de fonder une famille. Ça semble être très beau, mais c'est une disposition très dangereuse. Parce que cette disposition a permis à ceux qui veulent se marier en ayant le même sexe de dire que la loi ne l'empêche pas. La loi dit tout individu a le droit, en plus c'est un droit, de se marier avec la personne de son choix et de fonder une famille. Mais cette personne de son choix, ça peut être aussi un homme. La loi n'a pas dit, l'ancienne loi de 87 n'avait pas consacré le mariage hétérosexuel, disons-nous la vérité. Voilà pourquoi la réforme de 2016 apporte une incise majeure, en 2 mots, mais qui est très important. La réforme de 2016 ajoute ceci: tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix et de sexe opposé. Voilà, ça c'est 2016 qui ajoute. Pour vous dire que sur le plan de la légistique, ces 2 mots, E de 3, E de sexe opposé, détruit toute une philosophie. Détruit toute une philosophie. Et je dois vous avouer que lors de cette réforme, les partisans de la religion n'ont pas voulu que cette incise passe. Parce qu'en fait, ça coupait court à leur ambition. Et là, il faut qu'on se le dise, cette réforme a produit un résultat majeur. Donc, on doit être fiers. À propos des fiançailles, la loi ancienne vous disait ceci, que la forme des fiançailles est réglée par la coutume des fiancés. Et la nouvelle loi ajoute et confirme l'abandon de cette disposition à la coutume. Mais quelle est la coutume qui s'applique lorsque les fiancés ne sont pas de la même coutume? C'est clair, c'est la coutume de la femme. Mais lorsque cette coutume, comme l'a dit la modératrice, à l'époque, on renonçait de négocier. Mais lorsque cette coutume ne facilite pas les choses, doit-on toujours l'appliquer? Sur le consentement des époux, la loi ancienne consacre effectivement le principe du consentement personnel et la possibilité de la représentation. La réforme confirme le même principe. Sur la capacité de mariage, l'ancienne loi retenait 18 ans pour l'homme et 15 ans pour la fille, pour le garçon ou la fille. Cette disposition, elle est autant discriminatoire, parce que dès lors qu'il est établi que la capacité en droit civil s'acquiert à la majorité, pourquoi faire la discrimination entre l'homme et la femme? Pourquoi alors la femme doit se marier à 15 ans et l'homme à 18 ans? En fait, c'est consacrer une discrimination où on autorise à une personne incapable de contracter un mariage qui est un contrat social d'une importance majeure. La réforme a supprimé cette discrimination en exigeant que, autant pour l'homme et la femme, avant 18 ans révolus, il n'y a pas mariage. À propos de la dot, on en entend parler ici, on a parlé de la facture,
les grandes sœurs, moi je me rappelle, lorsque j'allais pour discuter là-dedans. Et mon beau-père, à son âme, le professeur ici, il ne voulait pas qu'on parle de la facture. Lui, il appelait ça la structure de la dot. Alors, c'était un homme de lettres, un linguiste. Alors, il disait qu'il ne comprend pas comment il peut émettre une facture pour sa fille. Alors, il dit, pourquoi tu as ça? Alors, moi, je préfère qu'on trouve un mot qui ne choque pas. Mais ça s'appelle la structure de la dot. Et moi, j'ai aimé. Et je gardais ça. J'ai gardé ça parce que je venais il y a quelques mois de marier ma nièce, qui est ma fille, et j'ai utilisé le même concept. Mais pour dire à la sœur que ce n'est pas évident, la fameuse rubrique dont a parlé le professeur, la dernière rubrique là. Alors, je me rappelle, j'ai écrit, il fallait demander donc l'argent. J'ai mis, suivant les possibilités du fiancé. Alors, la première révoltée, ce n'était pas la belle famille, c'est ma propre fille. Donc, c'est un problème, les belles familles. Ma propre fille s'est révoltée, papa, je suis licencié, comment donc tu m'aimes plus, tu me soldes. Je lui ai dit, oui, le problème, c'est que je n'ai pas un critère pour fixer le montant. Je n'ai pas le critère, je ne sais pas quel critère. Et ces tantes sont venues revendiquer. Pas seulement ces tantes. Et là où la note, là où la structure de la note est partie, mon gendre a envoyé le message pour dire est-ce que papa il veut de ce mariage ou pas? Comment il peut envoyer sans mettre le montant? Ils étaient inquiets. Donc c'est un problème sur le plan sociologique. Il faut analyser. Ils étaient très inquiets parce que j'ai mis là-bas suivant les possibilités du mari. Donc c'est un problème réel qu'il va falloir bien analyser. Voilà, donc sur le plan de la dot, l'ancienne loi disait les biens ou l'argent. Mais la nouvelle loi dit non. La réforme de 2016 dit non, c'est pas vrai ça. C'est toujours les biens et ou l'argent. La nouvelle réforme dit non, non, les biens et ou l'argent, parce qu'en fait les deux vont de pair. Les biens d'auto, en réalité l'enveloppe, ce n'est pas ça la dot. Les gens disent c'est pas la dot. Tous ces biens-là constituent la dot. Il faut qu'on dise ce sont des biens d'auto, il y a des biens en nature, il y a des biens en espèces. C'est ça en réalité. La nouvelle réforme a complété. La célébration du mariage en famille, nous l'avons dit, avant 87, c'était l'État. Maintenant, on a reconnu, 87 a reconnu le valeur du mariage célébré en famille avec son enregistrement dans le mois. En 2016, ils ont estimé que un mois, parfois, pouvait poser problème. Autant, on l'a fait pour la déclaration des naissances. Ils ont revu le délai d'enregistrement à 3 mois. En fait, on voit que cette réforme, elle vient pour quand même faciliter les choses. Et surtout, aider les gens à ne pas tomber dans les dérives de la loi. Parce qu'en fait, lorsque le délai est passé, un mois, à enregistrer un mariage, il va falloir un jugement supplétif. Et je ne veux pas vous dire ce que ça veut dire. Et cela a permis aussi de supprimer beaucoup de pratiques contre-légales qui sont dans la vie. Généralement, moi qui conseille quelques employeurs, les gens vous apportent ce qu'on appelle l'attestation de mariage coutumier monogame. C'est une paperasse qui n'a aucun fondement légal. On vous apporte l'attestation de naissance. Ça n'a aucun fondement légal. Et même les Belges, dans les ambassades, refusent ce document. Parce qu'en fait, les codes de la famille, vous pouvez le fouiller de la première à la dernière page, vous ne trouverez jamais l'attestation de naissance, vous ne trouverez jamais l'attestation du mariage coutumier monogamique. Le mariage, la naissance, autant que le décès, sont prouvés par un acte d'état civil. C'est soit l'acte de mariage, soit l'acte de naissance. Donc cette histoire d'attestation de mariage coutumier monogamique, bon, pour preuve, ça se vend à 10 $. Mais l'acte de naissance, l'acte de mariage ne se vend pas à 10 $. Si vous ne l'avez pas enregistré dans le délai, il vous faut l'autorisation d'un juge.
Voilà. La nouvelle législation est revenue sur ça pour dire non. Seul un acte d'état civil peut prouver l'état civil d'une personne. Alors, les exemples sont légion pour dire qu'il y a eu effectivement une réforme et sur le plan théorique, la réforme est positive. Alors, qu'en est-il dans la pratique? Est-ce que dans nos familles, cette réforme se ressent? Je suis personnellement, je m'assume de vous dire que ma réponse est négative. Comme familiariste, comme observateur, on ne sent pas cette réforme dans la famille. Les pesanteurs coutumiers demeurent. Le rejet même de la loi, voilà pourquoi, face à ce constat, il est peut-être précoce, 8 ans après, mais je pense que si rien n'est fait, il va durer. Voilà pourquoi, je vais conclure par là, ma soeur, moi j'en appelle à une attitude active, qui est celle-ci, celle de notre communauté, de s'investir dans la formation pas seulement des femmes, des hommes d'abord, parce qu'en fait c'est eux les premiers, la formation des hommes. J'ai une fille qui fait le droit, alors je lui dis toujours, moi je ne te veux pas une femme, je te veux une juriste. Parce que parfois c'est la loi du moins de la force. Moi je ne suis qu'une femme, j'ai fait le minimum. Je suis content de l'avoir là, ma soeur. C'est vrai, la question de la dot pose problème. Je disais au professeur Jules que moi j'ai une cousine qui est religieuse et pour qu'elle aille au couvent, mon oncle a dû rembourser la dot payée à son cousin qui était censé bouffer sa dot. Ah oui, oui. Il a dit voilà, ma fille elle va être religieuse. Et l'homme dit mais moi j'attendais ma dot, papa. Alors je te donne ta dot pour que ma fille aille au couvent. Et c'est que ça a été fait. Donc, il faut une formation, d'abord au niveau des familles. Au niveau des familles et à l'école. Pas une formation comme on le voit. Moi, je dis, je suis contre la catéchèse du mariage telle que s'organise dans nos paroisses. On appelle des jeunes fiancés pendant 2 semaines, vous voulez vous marier, aimez-vous les uns les autres, il faut dialoguer, vous n'avez rien fait dans tout ça. J'ai posé une question aux fiancés. Êtes-vous capable d'accepter un enfant infirme? Je vous dis, dans la salle, c'est un cas. Il faut aller plus loin avec les jeunes mariés. Et si vous avez un enfant infirme, vous faites quoi? Et si vous n'avez pas d'enfant? Parce qu'en fait, les enfants, ce n'est pas un droit lorsqu'on se marie. Et si vous n'avez pas d'enfant, vous allez continuer, vous allez arrêter. Bref, pour dire qu'il faut, moi je plaide pour une formation sur la loi sur la famille. Dans les familles, à l'école, naturellement, mais aussi dans tous les groupes sociaux, les églises, les associations. Je crois que lorsque vous allez dans les commissions Mabota, de quoi parle-t-on dans les commissions Mabota? On fait des anniversaires de mariage. Toutes ces structures doivent s'investir dans la formation des chrétiens, hommes et femmes, sur les valeurs que véhiculent ces droits, sur la valeur de la liberté, notamment. J'ai dit, je vous remercie.